Élection de dimanche prochain, les observateurs internationaux s'imprègnent de l'organisation du vote. C'est le motif qui les a conduits vers la Commission électorale nationale indépendante ce matin. Le point des échanges à suivre dans quelques instants. Dans ce 20h, nous serons dans la ville de Ouagadougou et Ayako, où des citoyens font leur appréciation de la campagne électorale à quelques heures de sa fermeture. Des candidats à la hauteur, les électeurs en ont rencontré, mais il y a aussi ces candidats que les citoyens accusent d'avoir fait des promesses démagogiques. Vous les entendrez dans quelques minutes. Et dans l'organisation de ces élections, l'aspect sécurité fait partie des défis à relever. À la matière, les forces de défense et de sécurité sont déjà mobilisées pour se positionner à des points stratégiques. Dans ce journal, vous entendrez celle basée à Manga. Et puis à l'étranger, nous parlerons du vaccin anti-Covid-19 qui fait la une de l'actualité en Europe et aux États-Unis. Les premiers vaccins pourraient être commercialisés avant Noël. C'est une nouvelle particulièrement rassurante pour les États-Unis où la pandémie continue de gagner du terrain. Bonsoir, merci de nous suivre face à face ce matin entre le président de la CENI, celui du Conseil supérieur de la communication et les missions internationales d'observation des élections. À ces observateurs, la CENI et le CSC ont fait le point de l'organisation des élections de dimanche. Les préoccupations soulevées par les observateurs internationaux ont également trouvé réponse à cette rencontre. Le point avec Roger Kam et Ahadi Sandamba. Issus de cette mission d'observation internationale, ces hommes et femmes sont ici face aux responsables de la CENI et du CSC. Ils sont venus être témoins des élections couplées législatives et présidentielles du 22 novembre prochain. Et pour ce faire, ils doivent s'imprégner des réalités du terrain ainsi que du niveau des préparatifs. Pour ces élections, en raison de la situation particulière dans laquelle se trouve le pays, des difficultés de sécurité, le comité de sécurité a mis en place ce qu'on peut appeler des bulles de sécurité à l'intérieur desquelles nous souhaitons que vous puissiez vous mouvoir facilement. Mais en général, les observateurs aiment avoir la liberté d'aller où ils veulent, de choisir leur bureau de vote et de faire les constatations qui sont les leurs. Ça aussi, on va organiser pour vous. Après les échanges, les observateurs félicitent la CENI et le CSC pour le travail abattu. Nos premières préoccupations ont été vraiment prises en compte. D'abord, nous sommes réjouis du fait qu'il y a un accord, un consensus sur le fichier électoral, sur la commission elle-même, la CENI, et ensuite sur l'accord que les zones où les gens ne pourront pas voter, qu'il y a un accord entre toutes les partis politiques. Nous avons soulevé quelques inquiétudes concernant le vote des déplacés et ceci a été bien expliqué. À cette rencontre, le processus de compilation ainsi que les différents dispositifs mis en place par la CENI pour le bon déroulement des élections ont été expliqués aux observateurs. Des observateurs qui se disent déjà prêts à rejoindre les différents bureaux de vote dès demain. Ils ne sont pas officiellement des observateurs, mais ils suivent de près l'organisation du scrutin. Nous parlons des présidents d'organes de régulation des médias de l'Afrique de l'Ouest. Ce matin, ils étaient ici à la radio-diffusion-télévision du Burkina pour toucher du doigt les réalités des travailleurs dans ce contexte des élections. Le point avec Nongba Kouda et Jean-Modesta Ouedraogo. Une délégation des régulateurs ouest-africains de la communication dans les locaux de la RTB. Première escale, la radio rurale. Conduit par le directeur général de la RTB et le vice-président du Conseil supérieur de la communication du Burkina, les hôtes du jour ont visité entre autres la bandothèque, les studios et la salle de rédaction. Puis, cap est mis sur la radio nationale. En présence du directeur de la radio et de ses collaborateurs, les régulateurs ont échangé à bâton rompu avec quelques agents en studio. Les régulateurs ont ensuite posé les pieds à la télévision nationale. Là, ils sont accueillis par les responsables de la télévision avant une visite guidée. La salle de régie production, le studio du journal télévisé. Les visiteurs ont fait le tour de la maison RTB. Vous faites votre travail d'assurer l'équité et l'équilibre de l'information en période électorale. Nous avons visité les locaux, nous avons trouvé vraiment des équipes dévouées à la tâche, puisque les rédactions sont désertées, c'est que tous les journalistes sont sur le terrain.
Donc nous avons aussi essayé de d'éplucher un peu le contenu des conférences de rédaction. Je pense que vous avez fait un travail remarquable qu'il est utile ici de féliciter au nom de tous mes confrères. La principale recommandation que je vais vous faire, c'est de continuer à assurer la paix, la quiétude sociale. Des mots réconfortants, mais surtout interpellateurs. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli ces aînés, pour la plupart dans la profession, du côté du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Sénégal. Et je pense qu'on a recueilli déjà beaucoup de conseils, beaucoup d'avis en cette période électorale. Ils ont fait immédiatement un certain nombre de suggestions, de propositions qui ont été prises en compte. Je note également qu'ils ont salué la jeunesse de l'équipe dirigeante de la RTB. Présente à Ouagadougou dans le cadre des élections du 22 novembre 2020, la délégation poursuit son périple dans d'autres organes de presse. Vous le savez, la campagne électorale prend fin aujourd'hui à minuit. Occasion pour nous de soulever cette question. Que retiennent les citoyens après 3 semaines de campagne électorale? En réponse à certains estiment que tous les candidats étaient à la hauteur et d'autres disent avoir décelé des promesses démagogiques. Nous les suivons dans ce reportage tourné à Ouagadougou par Kwale Nédié et Vincent Tchendrebego. Dernier jour de la campagne électorale. Ici à Yako, pas de meeting. Mais les affiches des partis politiques sont là, ici. Chacun a eu le temps d'écouter le discours des candidats, à la présidentielle comme aux législatives. J'ai senti comment chacun se défend. Mais je me suis rendu compte que chacun s'est basé sur 3 ou bien 4 plans. C'est-à-dire l'employabilité de la jeunesse, ensuite la sécurité, ensuite, la question concernant aussi les femmes. Voilà, parce qu'actuellement, il y a des gens qui ont proposé de créer de l'emploi pour la jeunesse. Il y en a qui ont proposé de trouver des solutions au terrorisme. Chacun est venu parler de son monde. De gauche à droite, on a tout entendu. Mais ce qui nous a appris, c'est au niveau de la sécurité. Alors, ils ont parlé de la sécurité. Si je gagne, au côté de la sécurité, moi je vais plus maîtriser. Voilà. En tout cas, ça m'a trop plu. Des promesses, oui. Chaque cause sociale semble avoir son compte. Et surtout la femme burkinabé. Les promesses des partis politiques, surtout concernant la santé, m'ont vraiment plu. En tout cas, je vais aller voter. L'essentiel pour ces hommes et femmes, il faut à tout coup tenir les promesses et surtout unir les forces en présence pour construire le Burkina Faso. Le développement du Burkina, en tout cas, il n'a qu'à s'attraper les mains. Voilà, pour laisser de gauche à droite, il n'a qu'à s'attraper les mains pour donner le développement de ces pays-là. En tout cas, c'est ce qu'on le souhaite. Sinon, par là, de gauche à droite, ça ne donne rien. Si ça s'attrape seulement, il faut pouvoir gérer le pays-là, puisqu'on a été d'avant. Moi, je préfère qu'après les campagnes, que celui-là qui est élu, qui se mette ensemble pour résoudre le problème du pays. Puisque le problème du pays, on ne peut pas résoudre ça avec les idées d'une seule personne. Pas d'incident au cours des différents meetings. Ces citoyens saluent toute la maturité des hommes et femmes politiques burkinabés. Ils souhaitent tous des élections apaisées. Car, disent-ils, le monde entier regarde encore le Burkina Faso. Voilà, vous venez donc de suivre l'appréciation de la campagne électorale par les populations de Yako, les habitants de Yako, donc qui tiennent surtout à la cohésion après les élections, quels qu'en soient les résultats. Et c'était un reportage d'Issoufou Kabouré et Moussaki. Et sur le même sujet, je vous propose d'écouter cette fois-ci les citoyens se prononcer donc sur la question. Et c'est un reportage signé de Vincent Tchendrebego. Meeting, tournée dans les marchés et yards, émissions radio et télévisuelles, les candidats pendant 3 semaines ont occupé le terrain pour proposer leurs offres politiques. Alors que la campagne électorale s'achève, que retiennent les électeurs? Au fond, nous prenons promesse. Il promet des écoles, des dispensaires, de renforcer la sécurité, surtout la sécurité. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont goudronner de telle voie à telle voie. Il y a des gens aussi qui disent qu'ils vont faire des forages.
Il y a des gens aussi qui vont dire qu'ils vont essayer de voir les microfinances pour pouvoir ingérer même les associations pour qu'ils puissent s'améliorer, tout. Mais moi, je trouve que tout ça, c'est de la campagne. Pour promettre ceci ou cela, d'autres ont promis le retour de Blaise Compaoré. Moi, je vais voter pour celui qui va faire revenir Blaise Compaoré. Les débats et les propositions de solutions contradictoires sur la sécurité nationale auront retenu l'attention des électeurs. Je peux dire que la majorité des candidats, c'est la question de sécurité le problème. Donc, vu qu'il y en a qui ont... Il y a un qui m'a vraiment convaincu, il a dit que c'est le problème de sécurité et je vois que c'est en fait la base même qui fait que nous n'évoluons pas. Voilà, donc si la question de sécurité est résolue, il y a aussi d'autres points qu'il faut revoir, mais moi c'est la question de sécurité qui m'importe encore plus. Il faut nous faire la réconciliation nationale. Tout notre souhait, c'est qu'il y ait à nouveau la cohésion sociale. Et tous, ils sont pas tous à la hauteur. À d'autres, on dirait que c'est la comédie. Il y a d'autres qui sont à la hauteur, ça je dis, ça c'est... Bon, d'autres les propositions, là, quand vous regardez les propositions, c'est comme si ceux que j'écoute là, ils ne réfléchissent pas. Donc ça, c'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne manière. Il faut parler, au moins si les personnes rentrent à la maison, et c'est que ce que vous avez fait sortir, ça et ça c'est bon, ça et ça c'est pas bon. Mais souvent, c'est pas intéressant d'autre côté. Quoi qu'on dise, tous les candidats ont des bons programmes. Ils ont dépassé quand même la moyenne, je peux leur donner chacun 5 sur 10 quoi. Parce qu'aujourd'hui, tous les programmes de tous les candidats ont été faits en fonction de nos réalités. Ça c'est bon, même si d'autres, bon, il y a plus d'utopie que de trucs. Hein. On a vu toutes les propositions, mais c'est en politique, c'est des propositions et de la campagne politique. Mais ce que je retiens dans cette campagne, c'est vraiment... la tempérance qui a animé tout un chacun, chaque citoyen burkinabé et chaque parti politique aussi a mis du sien pour que chacun puisse ne pas aller dans les débordements. Et ça vraiment, c'est un honneur à tous les partis politiques. Chaque personne interrogée a déjà opté pour un candidat à qui il va donner sa voix. Tous n'attendent que dimanche pour aller voter. Savoir où se trouve son bureau de vote et éviter à tout prix de produire des bulletins nuls, ce sont des consignes de vote que les partis politiques ont adressés aux électeurs durant toute la campagne. Alors à 2 jours du vote, les citoyens savent-ils comment et où voter? C'est la question que nous avons posée à quelques Burkinabés dans la ville de Ouagadougou. Nous les suivons dans ce reportage de Salifou Belem et Mounira Kiri. Je m'allie à mon tour, quand je rentre, on va me donner les fichiers. On prend ma carte d'électeur, on recense, on me donne les fichiers, je rentre, je choisis mon candidat, je prends ma main, je mets sur l'encre, je regarde le candidat que je veux, que je dois voter, je place à côté du candidat, je laisse, ça va se chasser, je replie et je mets dans le coffre. Visiblement, les Burkinabés savent voter. Et pourquoi attendre le jour J pour accomplir leur devoir citoyen? Ces messieurs et dames ont en main leur carte d'électeur et connaissent déjà leur bureau de vote. Mon vote de zone 1, école Badenia. Voilà, classe 2. Maintenant, je faut Pierre, il faut carte d'électeur, il faut qui est. Il faut dire il y a un serveur qui est présidentiel là, les députés sont. Il y a un vote de zone, il faut Tikouma. Ankara. What Tik Ankara ou non? Il y a un fond de savoir où on va. J'ai un auto fou ça. T'as qui normal, faut qu'à te tiquer de tout. Faut les voir commander à l'arrêt. C'est dans mon secteur, juste à côté de chez moi, à la zone 1. Tu vas dans un bureau, tu remets ta carte. Après l'identification, on te donne les papiers, tu rentres dans l'isoloir et tu choisis le candidat que tu veux et tu mets et tu ressors. Plus besoin donc d'expliquer le processus de vote. L'expérience et les sensibilisations ont déjà porté fruit. Ici, les comment et les pourquoi voter ne sont plus des questions à poser. Je prends le spécimen de vote là. Je regarde là où il y a mon candidat. Et je prends l'encre, je mets dessus. Il faut souffler pour que l'encre là, en pliant le spécimen là en 4 là, l'encre là ne touche pas un autre candidat quoi. Et puis vous pliez le spécimen en 4 et vous mettez dans l'urne. Les agents qui sont là, bon, on leur dit bonjour. On va demander les bulletins de vote qu'on va aller voter. Bon, maintenant on prend dans l'urne. Voilà, maintenant
Bon, on va faire notre choix là-bas, replier les bulletins et mettre dans c'est le même parcours justement qu'on suit pour la vérification des identités, la présentation de la carte d'électeur et ensuite remplir son devoir avec l'ensemble des fiches à l'intérieur, au niveau de l'isoloir, faire son choix et ensuite se plier justement à l'identification avec la marque indélébile de l'encre pour prouver qu'on a rempli son devoir. Reste à espérer que le processus tel qu'expliqué soit respecté pour éviter le nombre élevé de bulletins nuls. Mais qu'à cela ne tienne, certains attirent l'attention sur la nécessité de respecter les gestes barrières pendant le scrutin. L'une des principales préoccupations relatives à ces élections, c'est bien la question de la sécurité. Les forces de défense et de sécurité se mobilisent afin de relever les défis en la matière. Les entités militaires et paramilitaires s'engagent à assurer la sécurisation des élections et ils seront essentiellement au niveau des points dits stratégiques. Voyons comment cela se prépare à Manga dans ce reportage signé Aruna Kabore et Amandine Lalsaga. Des opérations de patrouille, de ratissage et de sécurisation des axes routiers. Manga à quelques heures du vote pour la présidentielle et les législatives couplées. Les points stratégiques pris d'assaut par les forces de défense et de sécurité de la région du Centre-Sud pour la sécurisation du processus électoral. Des mesures qui seront renforcées le jour du scrutin. Le jour J du vote, au niveau des bureaux de vote, vous allez remarquer une présence physique d'éléments de sécurité, au nombre desquels toutes ces entités qui auront pour mission également de s'assurer que tout est en ordre pour que la population puisse aller librement exprimer leur vote. Et après encore le jour du vote, toujours dans le prolongement du processus électoral, accompagner l'autre étape qui va rester, qui est entre autres la compilation et la proclamation des résultats. Ce dispositif de sécurisation du processus électoral est composé de toutes les entités militaires et paramilitaires de la région. L'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie, les eaux et forêts, la douane, la garde de sécurité pénitentiaire, la police municipale et la police nationale. Le commandement est assuré par le commissaire principal de police Minata Traoré, directrice régionale de la police nationale du Centre-Sud. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons les moyens qu'il faut pour exécuter la mission qui nous est confiée. À l'heure actuelle, nous sommes prêts, même si le scrutin est demain, nous pensons être au rendez-vous de la mission qui nous est confiée. La pierre angulaire de la réussite des opérations sécuritaires reste la collaboration des populations. C'est pourquoi dans le cadre de cette période spécifique, le poste de commandement opérationnel régional du Centre-Sud demande aux populations de la région du Centre-Sud d'accompagner ces efforts sécuritaires qui sont en train d'être déployés sur le terrain en respectant justement les consignes sécuritaires. Vous allez constater des barrages fixes sur les routes, vous allez constater des patrouilles pédestres de jour comme de nuit qui vont demander un certain nombre d'exigences vis-à-vis des populations. Que tout le monde comprenne que c'est dans le sens global au commun et l'attitude de la population qu'elle puisse se conformer aux consignes qui seront donnés pour que tout se passe bien. Pour l'heure, ce sont les derniers réglages et les consignes. Ici, l'ultime mise au point. Le rappel des troupes pour faire le point des opérations de sécurisation en cours sur toute l'étendue de la région du Centre-Sud. L'objectif étant de permettre aux électeurs de voter dans la quiétude le 22 novembre prochain. Au moment où nous sommes dans la dernière ligne droite dans la tenue des élections couplées, voici un autre plaidoyer à l'endroit des candidats à la présidentielle. Dénommé Empreinte verte, ce plaidoyer vise une meilleure prise en compte de l'économie verte dans les politiques des candidats. Et c'est un plaidoyer porté par deux structures intervenant dans le domaine de l'environnement et du développement. Adama Gitsi, Stanoua Christine Koulibaly. Des 13 candidats à la présidentielle du 22 novembre, ceux du Mouvement pour la Renaissance du Burkina MRB, du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP et de l'Agir Ensemble, se sont illustrés dans la prise en compte de l'économie verte. C'est ce qui ressort de la déclaration de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement lors de ce point de presse.
Les domaines évalués sont entre autres les énergies renouvelables, la construction écologique, les moyens de transport, la gestion de l'eau et des déchets et l'aménagement du territoire. Nous avons 4 niveaux d'appréciation, dont le niveau avancé. Et là, aucun programme n'a atteint malheureusement ce niveau-là. Alors, c'est pas très mauvais parce que c'est un niveau quand même relativement avancé. Je le dis parce qu'il y a pas mal de programmes qui sont au niveau établi. Ça veut dire quoi? Que le sujet, donc traiter l'économie verte, est relativement bien pris en compte. Ils ont défini les moyens, ils ont défini les questions de mise en œuvre. Et pour nous, c'était très important d'avoir ça, parce que comme vous le savez, au Burkina Faso, ce n'est pas les textes qui manquent. C'est la mise en œuvre qui est vraiment le point noir ou la bête noire de nos politiques en tant que telles. Les conférenciers plaident donc pour la prise en compte de leurs doléances, parmi lesquelles la relecture du Code de l'environnement pour y prévoir une gestion intégrée des ressources forestières et l'instauration de l'éducation environnementale dans les programmes scolaires. L'harmonie dans la différence et la tolérance, c'est une condition pour garantir la paix dans les communautés et c'est le message qui est véhiculé à la semaine régionale de la tolérance du Sahel. Hier à Dori, des jeunes ont choisi comme cadre les grains d'été pour échanger avec les leaders religieux sur la promotion de la tolérance. Cette activité est initiée par le consortium Solidaire Suisse et UFC Dori, Ibrahim Kagone et Pinisi Ignanou. La richesse de la région du Sahel en matière de la tolérance, exprimée par ces jeunes ici, à la faveur de la semaine régionale de la tolérance. Autour d'un tel débat, ces jeunes échangent avec la crème religieuse sur les fondements de la tolérance et comment la pratiquer. Et nous avons voulu utiliser ce créneau pour les sensibiliser, les encourager donc à l'amitié, la fraternité entre eux, la solidarité, en leur permettant de nouer des relations sociales solides, des relations fructueuses, notamment qui aillent dans le sens de la tolérance, afin de construire ensemble une société où chacun trouve sa place, chacun se sent reconnu. L'harmonie dans la différence et la tolérance, vertu qui rend la paix possible, sont des valeurs à prôner selon ces leaders religieux, d'où leur présence aux côtés des jeunes. Nous, les responsables des communautés musulmanes, catholiques et protestants, nous sommes là pour honorer avec les jeunes un thé qui montre le thé de l'amour, le thé de pardon, le thé de l'acceptation. Cette journée, vraiment c'est une grande journée remplie pour nous, les leaders religieux et la jeunesse pour faire la cohésion sociale, donner la paix, prôner la paix, enseigner la paix et dire vraiment aussi que la paix revienne chez nous au Sahel. La semaine régionale de la tolérance du Sahel est organisée par le consortium Solidaire Suisse, UFC Dori. En plus du débat, des prêches et prières dans les lieux de culte et des émissions radiophoniques sont les principales activités. Dans l'actualité également, le label Made in Burkina se concrétise encore plus à travers de nouveaux produits. Vous pourrez le constater sur des t-shirts et même des sous-vêtements. Ces produits vestimentaires sont confectionnés uniquement à base du coton burkinabé. Le ministère en charge du commerce qui suit le processus de labellisation a présenté les nouveaux produits à la presse. Daouda Ouattara et Mariama Tamboura. Des t-shirts Made in Burkina portés ici par ses hôtesses, des chaussettes et des sous-corps, des produits finis à base de coton burkinabé, présentés aux hommes et femmes de médias à ce déjeuner de presse. Une présentation qui s'inscrit dans la dynamique de la consommation des produits locaux. Là, nous montrons clairement que l'industrialisation est en marche et que nous avons achevé un processus qui est celui donc, du tricotage désormais. Donc, à côté donc, du fait main, vous avez donc le produit manufacturé. Le fait main, c'est le façon d'Afani et le produit manufacturé aujourd'hui, c'est le tricotage. Ceux qui font le coco d'Onda ne vont plus aller importer donc, des pagnes pour venir faire donc, le coco d'Onda ici. Ils vont certainement donc, prendre donc, des pagnes burkinabés. Ces t-shirts Made in Burkina sont confectionnés à partir des premiers tissus industriels 100% coton burkinabé mis à disposition par Cotessa, une unité de retordage et de tricotage de fil. Cotexa est venu pour dire
ils vont installer une unité de retordage et de tricotage à Tangan d'Assouri. Ils ont besoin de coûts des investissements et ils vont le faire. Nous avons pris les engagements, nous avons accompagné et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, une fois que la matière première est disponible, nous avons demandé donc des confectionnaires de nous confectionner les premiers t-shirts. Voilà, ils ont décidé effectivement donc de prendre les semaines à venir en produit suffisamment pour que lorsque les gens vont commander, il n'y ait pas effectivement donc de rupture. Et c'est clair qu'ils ont une direction commerciale. Aruna Kabouri rassure donc, les tissus seront disponibles sur le marché à la fin du premier trimestre de 2020. Ils permettront aux designers et stylistes et divers acteurs de la valorisation du textile de fabriquer beaucoup d'articles. Ici à Ouagadougou, des membres de l'administration douanière burkinabé évaluent la mise en œuvre d'un programme de lutte contre la corruption. L'autre volet de ce programme est la promotion de l'intégrité. La rencontre s'est tenue hier avec le soutien de l'Organisation mondiale des douanes et l'Agence norvégienne de coopération pour le développement, Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Engager l'administration douanière au plus haut niveau dans la lutte contre la corruption, c'est tout l'enjeu de la présente rencontre. Une rencontre qui se tient dans le cadre du programme anti-corruption et de promotion de l'intégrité. Une lutte encouragée par l'Organisation mondiale des douanes à travers la déclaration d'Arusha. C'est une déclaration qui a été faite depuis 1993 et révisée en 2003 et qui contient un certain nombre de facteurs pour lutter contre la corruption au sein des administrations douanières. Il y a 10 facteurs qui parlent de l'engagement des premiers responsables, la modernisation, l'automatisation. Et donc, au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, ils ont identifié un certain nombre de pays membres de l'Organisation mondiale des douanes. Par exemple, au niveau de l'Afrique, nous avons 12 pays sur les 17 qui sont retenus à travers le monde. Cinquième du genre, cette rencontre met l'accent sur l'évaluation de la vie des premiers responsables de la douane dans la lutte contre la corruption au sein de leur administration. Une approche bien appréciée des cadres de l'administration douanière burkinabé. Parlons de cet autre projet qui annonce des actions en réponse au risque de catastrophe. Il s'agit du projet dénommé DIP ECO 2 qui sera mis en œuvre dans 3 régions du Burkina Faso. Son exécution sera assurée par un consortium de 3 organisations non gouvernementales. Le lancement de ce projet est intervenu hier à Ouagadougou. Adama Guiti et Sébastien Zongo. Le projet DIP ECO 2 est dénommé Amélioration de la préparation et des capacités de réponse aux risques de catastrophes dans les régions du Nord, de l'Est et de la boucle du Rhône. Ces activités sont axées sur le renforcement des capacités des structures sanitaires de sa zone de couverture. Au niveau de la région du Nord, on a la population de Séganega, de Goursi et de Waïbia. Au niveau de la boucle du Rhône, nous avons la zone de Tougan. Et au niveau de la région de l'Est, nous avons la zone de Gaïri et la zone de Diapaga. Donc il faut dire que c'est un projet qui va toucher en termes de gestion de catastrophe toute la population, mais en termes spécifiques, ça va permettre le renforcement, en tout cas la qualité de prise en charge des enfants de moins de 5 ans. L'objectif est de mettre en place un système d'alerte et de réponse rapide dans les régions concernées. C'est pourquoi les activités s'étendent aussi au renforcement des capacités des structures déconcentrées du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Et les acteurs que sont donc les co-reçures, les coprocures et les codécures, nous avons un grand rôle à jouer en leur permettant, n'est-ce pas, donc de prévenir, n'est-ce pas, et de gérer toutes les difficultés qui sont liées aux défis sécuritaires qui, vous savez, donc ébranle totalement nos populations. DIP ECO 2 est financé par la Direction générale pour la promotion civile et les opérations d'aide humanitaire de l'Union européenne. Il sera mis en œuvre par un consortium de 3 ONG, Terre des Hommes Néerlande et Lausanne et Action contre la faim. Donc nous sommes dans une deuxième phase parce qu'on a eu de très bons résultats. Donc tous les partenaires nous ont demandé, et grâce à l'accompagnement aussi de la Direction générale des ECO, on a pu faire une expansion donc, à la région de la Boucle du Monde et à la région de l'Est, en incluant aussi un nouveau partenaire, notamment dans la région de l'Est, qui est ACF. L'accompagnement des gouverneurs, Direction régionale de la santé et des médecins-chefs de district sanitaire ici présents est demandé pour la conduite des activités étalées sur 2 ans.
Dans l'actualité également, aujourd'hui, 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Pour parler de la situation des enfants au Burkina Faso, nous avons reçu à l'édition des 13h le directeur de communication et de plaidoyer de l'ONG Save Children. Nous le suivons dans cet extrait. Quand on parle de la Convention des droits de l'enfant, on peut s'empêcher d'évoquer Save the Children. Save the Children a été fondée en 1919 par une brave dame, Eglantine Diop. Et en 1923, c'est elle qui a rédigé la déclaration de Genève relative aux droits de l'enfant. Et c'est cette déclaration-là qui a été la source d'inspiration et qui a donné la Convention internationale des droits de l'enfant. Et dans la déclaration, elle dit que l'humanité doit donner aux enfants ce qu'elle a de meilleur. Donc vous voyez qu'on ne peut pas parler de droits des enfants sur le plan historique sans évoquer Save the Children. Et pour nous, ça c'est assez important. La situation de l'enfant burkinabé, je vais ramener ça à deux droits spécifiques. Parler un peu par exemple, le droit d'être protégé de la violence. Et si on prend une thématique particulière qui est la question du mariage d'enfants, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui les enfants sont à l'abri du mariage d'enfants. On ne peut pas dire que les enfants sont à l'abri du mariage d'enfants parce qu'il est toujours pratiqué. Et surtout, ce qui est un peu dommage, et j'allais dire très dommage, c'est qu'au niveau de la législation même, il y a des failles qui encouragent cette pratique. Si je prends aussi le droit d'aller à l'école, avec le contexte qu'on connaît, on ne peut pas dire que tous les enfants partent à l'école. Pourtant, ils y ont droit. Donc c'est pour dire que la situation actuelle, il y a pas mal d'efforts qui doivent être fournis. À l'international, l'espoir d'un vaccin contre le Covid-19 semble se concrétiser. La commercialisation des vaccins Nicer pourrait intervenir avant Noël en Europe et aux États-Unis. Pour le cas particulier des États-Unis où la pandémie ne cesse de grimper, Joe Biden écarte à l'idée d'un confinement national. Sur le front de la pandémie de coronavirus, l'optimisme après l'annonce d'une probable arrivée en Europe et aux États-Unis de 2 vaccins prometteurs d'ici la fin de l'année. L'un développé par la start-up américaine Moderna, l'autre par l'alliance Pfizer-BioNTech. Un développement et une distribution à grande échelle de ces vaccins anti-Covid-19 sont attendus avec impatience alors que quelques 56 millions de personnes malades du coronavirus ont été officiellement recensées dans le monde depuis le début de la pandémie selon un dernier bilan. Si nous travaillons de concert avec les autorités, il y a une chance que nous puissions recevoir l'approbation des États-Unis ou de l'Europe ou des deux cette année, a estimé le PDG de BioNTech. Une distribution du vaccin pourrait même être envisagée dès le mois de décembre, mais il faut que nous travaillions main dans la main très étroitement et de manière intensive. Pfizer-BioNTech et Moderna ont annoncé ces derniers jours une efficacité de l'ordre de 95% pour leurs vaccins, dont des centaines de millions de doses ont déjà été réservées par différents gouvernements. Rapportant une annonce de l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle annoncé que le régulateur européen pourrait donner son feu vert à leur commercialisation dès la deuxième moitié de décembre, si les procédures se passent sans problème. Durement touchées par la crise et en mal de touristes, les compagnies aériennes se sont transformées en entreprises de fret, se positionnant telle Lufthansa pour acheminer ses vaccins. La compagnie aérienne allemande assure qu'elle est opérationnelle pour alimenter de très nombreux pays à travers le monde. La Hongrie, elle, n'a pas attendu et dispose déjà d'un vaccin, le Sputnik 5, mis au point par la Russie, mais qui est encore à l'essai et n'a pas pour l'heure obtenu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments. Les premiers échantillons commandés par la Hongrie, une dizaine de doses, serviront à faire des tests avant que des quantités plus importantes soient importées dans la deuxième moitié de janvier, a précisé Budapest. Moscou estime à 92% l'efficacité de son vaccin. Reste que certains experts ont émis des doutes sur la légalité de cette importation sans l'accord de l'EMA. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Ismaël Laziloma Sirima vous retrouve à 22h pour le dernier journal spécial de la campagne électorale. Merci de votre fidélité à la RTV.